Je vais vous... Ah, c'est là. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de santé sexuelle, reproductive et des droits des femmes originaires d'Haïti dans le contexte multiculturel de la Guyane. Donc, il s'agit de premiers résultats. Les analyses sont toujours en cours, donc j'espère que cette présentation sera aussi l'occasion d'échanger pour la suite des analyses. Donc, je vous propose aujourd'hui de naviguer avec moi un petit peu sur ces premiers points que j'avais envie de partager avec vous. Un petit peu de contexte, donc la Guyane a été présentée hier lors d'une présentation sur les poliovirus, mais oula, on peut revenir, je ne sais pas si... Ah, ça y est. Ok. Donc ça a été présenté hier lors d'une présentation sur les poliovirus, mais je vais quand même rappeler quelques éléments. Donc la Guyane, c'est un territoire de migration puisque environ 40% de la population actuelle est née à l'étranger. C'est aussi un territoire qui fait face à des enjeux autour de la précarité avec des taux de précarité élevés puisque un Guyanais sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Il y a également des enjeux autour de la santé. La prévalence du VIH est supérieure à 1% sur le territoire guyanais. Et la population haïtienne au sein de la Guyane est conséquente, puisque ça représente environ 10% de la population. Mais c'est une population qui est surreprésentée dans les files actives de personnes vivant avec le VIH, puisque à Cayenne, ça représente quasiment 46% de la file active. Les personnes originaires d'Haïti évoluent dans des conditions de vie difficiles après l'arrivée, notamment via l'habitat dans des zones informelles. J'ai pris quelques libertés avec le plan. Je vous ai présenté ici des données qui ne sont pas encore publiées, mais ça me paraissait important de poser ce contexte. Je sais qu'ici, certaines personnes travaillent en Île-de-France avec des populations migrantes et que les parcours migratoires peuvent être longs, notamment pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Ici, c'est complètement différent, c'est-à-dire que les parcours, les trajets empruntés sont souvent faits par voie aérienne, avec un passage donc soit par le Panama, le Curaçao, le Guyana et une entrée par voie terrestre via le Suriname, puisque la frontière entre le Suriname et la Guyane est un fleuve. Un petit point rapide sur les femmes, toujours dans le contexte. Donc l'OMS rappelle que 35% des femmes dans le monde seront victimes de violences au cours de leur vie, violences physiques ou sexuelles, qu'il existe une corrélation entre migration et violence, et que cette vulnérabilité est accrue pour les femmes migrantes, puisqu'elles sont particulièrement exposées aux violences, aux relations et aux relations transactionnelles. Ce qui a un impact sur les besoins en santé sexuelle et reproductive, puisque la violence et la sexualité non choisie impactent la santé. Et on retrouve un certain nombre de déterminants, notamment le contexte de précarité, les migrations irrégulières, la situation irrégulière à l'arrivée, qui impacte notamment la dénonciation de la violence, qui est difficile, voire impossible. Et enfin, en 2018, la commission The Lancet Guttmacher a redéfini la santé sexuelle, reproductive et les droits, et a rappelé l'importance d'intégrer les droits sexuels et reproductifs dans la compréhension des besoins et la réponse à ceux-ci. Donc l'objectif de cette présentation est de décrire la santé sexuelle, reproductive et les droits des femmes originaires d'Haïti vivant en Guyane entre 2021 et 2023, avec un focus sur l'exposition aux violences sexuelles, les rapports forcés ou les viols, puisque c'est de cette façon que la question a été posée. Est-ce qu'on vous a déjà forcé à avoir une relation sexuelle, entre parenthèses, un viol ? Le projet Parcours, c'est un projet qui est riche, qui a beaucoup de facettes et d'axes, donc plusieurs axes qualitatifs, dont un volet anthropologique, un volet qui porte sur l'accès et le recours aux soins, un volet encore une fois qualitatif sur la santé mentale, un autre sur la place de la médiation dans la recherche interculturelle, et enfin un axe quantitatif, donc duquel je vous parle aujourd'hui, qui lui-même est composé de plusieurs bases de données et plusieurs outils de recueil que je vais vous présenter juste après. Donc pour rentrer dans ce volet quantitatif, il fallait répondre à un certain nombre de critères d'inclusion, comme le fait d'être né en Haïti, quelle que soit la nationalité actuelle, le fait d'être arrivé en Guyane depuis plus de 3 mois, d'être âgé entre 18 et 60 ans et d'accepter de participer à l'étude, bien sûr.
Le recrutement ou les échantillons ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe qui se voulait représentatif de la population générale. Le groupe B qui, lui, était réservé aux personnes qui vivent avec une infection chronique pour l'hépatite B. Et enfin, le groupe C qui incluait des personnes qui vivaient avec le VIH, quel que soit le statut vis-à-vis des hépatites. Donc, de nombreux outils de recueil quantitatifs ont été utilisés, dont un questionnaire transversal sur tablette, un questionnaire médical pour les groupes concernés, une grille biographique et des données de screening et enfin les trajets empruntés pour arriver en Guyane. Donc les résultats que je vous présente aujourd'hui sont des résultats croisés entre le questionnaire transversal et la grille biographique. Donc, il s'agit d'une étude transversale épidémiologique et biographique. L'échantillon a été conduit de façon aléatoire au sein des lieux d'inclusion sélectionnés et dans les services ciblés. Donc, c'est une technique d'échantillonnage sur laquelle on a pas mal travaillé. Donc, je serais ravie d'en discuter si certains souhaitent approfondir. Le recueil a été réalisé par des médiatrices locutrices de créole haïtien. Et l'analyse, donc aujourd'hui, est avant tout une analyse descriptive puisqu'il s'agit de premiers résultats avec l'utilisation d'effectifs, fréquences, médianes, pourcentage, intervalle de confiance à 95%, test du Ki2 et odds ratio brut. L'ensemble de l'analyse a été réalisé avec le logiciel Stata16. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'outcome principal sera les rapports sexuels forcés ou les viols qui ont été déclarés lors du recueil sur tablette, mais aussi lors du recueil biographique et dans les événements de vie marquants. Et aujourd'hui, ce que je vous présente porte sur toutes les femmes, tous groupes confondus. Donc dans le projet Parcours d'Haïti, tous genres confondus, nous avons inclus 2055 personnes. Parmi ces personnes, 1381 étaient des femmes. Et parmi ces femmes, 13,2% vivaient avec le VIH et 3,9% vivaient avec l'hépatite B. Quelques indicateurs rapides pour vous donner une idée du profil des femmes qui ont été inclus dans l'étude Parcours. Donc on avait un âge médian à 36 ans, avec des âges plutôt compris entre 29 et 44 ans. Concernant l'année d'arrivée, on observe une augmentation de l'arrivée après 2010, ce qui correspond à l'année du séisme en Haïti, avec un pic important en 2016. 2016 qui est une année où Haïti a connu une période d'instabilité politique assez marquée, avec également un ouragan. Et après 2016, on note une diminution assez importante puisque jusqu'en 2016, il était possible de circuler librement entre Haïti et le Suriname via l'espace de la CARICOM. Et suite à cette augmentation très importante, le Suriname a mis en place des visas pour les personnes originaires d'Haïti. Lorsqu'on regarde les raisons déclarées de départ des femmes, donc pourquoi partir, la première raison qui est évoquée, c'est le fait d'être en insécurité ou de se sentir menacée en Haïti. La deuxième raison qui est évoquée, c'est la volonté de trouver une vie meilleure, puis de fuir une catastrophe naturelle et enfin de venir travailler. Les autres raisons, comme rejoindre sa famille ou étudier, arrivent bien après dans les réponses. Donc là, on va se concentrer maintenant sur la santé sexuelle, avec notamment l'entrée dans la sexualité. Donc l'âge médian du premier rapport sexuel était de 17 ans, avec des âges déclarés qui étaient compris entre 7 et 39 ans et un intervalle interquartile entre 16 et 19 ans. Lorsqu'on regarde le consentement lors de ce premier rapport sexuel, 87,6% des femmes souhaitaient ce rapport sexuel, 6,7% ne le souhaitaient pas vraiment mais l'ont accepté, et 5,7% de ces femmes ne l'ont pas accepté, donc sont entrées dans la sexualité par un viol. Lorsqu'on regarde maintenant l'entrée dans la sexualité pour les femmes jeunes, donc les personnes qui ont débuté leur vie sexuelle avant 13 ans, ça concerne 4,6% des femmes, et lorsqu'on met au regard cet âge jeune avec le consentement, les résultats sont, je dirais, sans appel, puisque 21,3% des femmes qui sont rentrées dans la sexualité avant 13 ans ont débuté leur sexualité par un viol.
Et ensuite, 9,8% d'entre elles ne souhaitaient pas vraiment ce rapport, mais l'ont accepté. Ce qui amène les femmes de moins de 13 ans à 68,9% qui souhaitaient vraiment ce rapport sexuel. Toujours dans l'entrée dans la sexualité, 37,9% des femmes ont utilisé un préservatif lors de leur première relation. Et quand on met au regard l'utilisation du préservatif et le consentement, les résultats, encore une fois, sont assez parlants puisque lorsque l'entrée dans la sexualité s'est faite par un viol, l'utilisation du préservatif tombait à 9,1% contre 41,6% quand le rapport était souhaité. On va passer maintenant à la description des rapports forcés, des viols. 15,6% des femmes ont rapporté avoir été violées au cours de leur vie. Parmi ces viols, la majorité ont eu lieu en Haïti, dans le pays d'origine, mais 23,7% ont eu lieu en Guyane, ce qui est quand même assez important. Et enfin, 7% ont eu lieu sur le trajet, mais comme je vous l'expliquais dans le contexte, les trajets sont généralement courts. Ce qui explique ce faible pourcentage qui, quand même, n'est pas négligeable. Maintenant, lorsqu'on met en regard les raisons de départ en Haïti avec les antécédents de rapports forcés, on se rend compte que le fait d'avoir vécu un viol au cours de la vie est associé positivement au fait d'avoir quitté Haïti pour fuir l'insécurité ou les menaces ou pour fuir une catastrophe naturelle et pas aux autres raisons de départ. Parenthèse maintenant sur la santé mentale, toujours mise en regard des violences sexuelles et des viols. Donc nous avons utilisé le score PHQ-4, qui est un score en 4 questions, qui permet je dirais, orienter sur les troubles anxieux et sur les troubles dépressifs. Donc 2 questions sur les troubles anxieux, 2 questions sur les troubles dépressifs. Et on remarque que parmi les femmes qui ont vécu des viols au cours de leur vie, les troubles anxieux sont légèrement plus élevés sans que pour cela ce soit statistiquement significatif. Ce qui est différent pour les troubles dépressifs puisque les troubles dépressifs sont plus importants chez les femmes qui ont vécu des viols au cours de leur vie et là c'est statistiquement significatif. Lorsqu'on regarde maintenant, toujours sur la santé mentale, les syndromes de stress post-traumatique, nous avons utilisé le score PTSD 9, qui est un score en 9 questions, 3 groupes de 3 questions. La première série de 3 questions portait sur ce qu'on appelle les critères d'intrusion, donc tout ce qui va être pensée intrusive et cauchemar. La deuxième série de 3 questions était le critère sur l'évitement, donc éviter de se retrouver à l'endroit où ont eu lieu les violences ou éviter d'y penser, de se rappeler de cette situation. Et enfin, le 3e critère est un critère d'hypervigilance, donc se sentir sur ses gardes, etc. Pour l'ensemble des critères, les femmes ayant vécu des viols au cours de leur vie présentaient des taux beaucoup plus importants de critères évocateurs d'un PTSD. Et là, pour le coup, l'ensemble des résultats était largement significatif. Les taux de PTSD retrouvés, même chez les femmes qui n'ont pas vécu d'antécédents de viol, sont extrêmement importants. En Guyane française, la prévalence des troubles de stress post-traumatique est estimée à entre 7 et 8%, et c'est déjà quasiment 10 fois supérieur au taux qu'on trouve en France hexagonale. Donc si on met un petit peu en regard ces résultats avec la littérature, la violence est une des principales composantes des parcours migratoires des femmes, notamment sur le continent américain. À l'échelle du monde, les migrations se féminisent. En France, 51,5% des personnes immigrées sont des femmes. Et ces nouveaux, entre guillemets, flux migratoires entraînent de nouveaux enjeux, puisque parmi les raisons de départ évoquées dans la littérature, notamment sur le continent américain, il y a la fuite de la violence à base de genre. Les violences vécues dans le pays d'origine ou celles qui sont quittées se poursuivent et se muent à l'arrivée, notamment en discrimination et en rejet. Enfin, la violence, il faut la considérer comme quelque chose de systémique. C'est un ensemble d'éléments interdépendants qui sont amplifiés par les enjeux économiques.
Et en Guyane, des études précédentes avaient déjà montré une importante exposition de la violence à base de genre chez les femmes migrantes, avec 20% des femmes dans cette étude qui déclaraient avoir vécu un viol au cours de leur vie et 32,2% des femmes qui déclaraient avoir vécu de la violence physique. Ces résultats sont à prendre avec aussi un petit peu de recul puisque c'est une étude qui a été conduite dans un Cégide où du coup on observait une surreprésentation des travailleuses du sexe. Et enfin, l'association entre viol et troubles dépressifs avait déjà été mise en évidence chez les femmes migrantes en Guyane, mais pas avec les troubles anxieux. Donc, comme on retrouve dans ces résultats, bien sûr, il s'agit d'une étude transversale, donc on ne peut pas définir, je dirais, ce qui est cause et ce qui est effet, mais ça peut s'expliquer en clinique par le fait que les troubles anxieux sont plutôt des troubles d'anticipation, là où les troubles dépressifs sont plutôt des troubles réactionnels. Et enfin, les conséquences physiques et morales de la violence sont largement décrites et connues dans la littérature, que ce soit par l'OMS ou par des travaux qui ont été conduits sur le continent américain. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je profite de ce moment pour remercier particulièrement l'équipe de médiation qui a fait un travail formidable sur ce projet et sans qui nous n'aurions pas de résultats aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va avoir le temps pour 2 petites questions. Là, ici, Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'est autour de les données que tu as tu as analysé. C'est quoi la différence entre oui et accepter? La définition dans le projet. C'est une très bonne question et j'avoue que je me la pose aussi. On pourrait vraiment discuter très longtemps de ce qu'est le consentement, l'existence de la zone grise, etc. Ça a été écrit comme ça dans le projet pour pouvoir comparer avec des études qui ont été menées antérieurement. Il faut savoir que l'étude parcours, c'est une étude qui est complètement déclarative. Donc, en fait, c'est ce qu'ont répondu les femmes. Les questions étaient formulées comme telles, c'est-à-dire est-ce que vous avez souhaité ce rapport sexuel à ce moment-là? Oui, non. Non, mais vous l'avez accepté. Donc, en effet, je pense que c'est un point très important. Okay, merci. Merci. J'avais une question pour le stress post-traumatique. Quel était l'événement stressant? Parce que ce n'était pas précisé. Est-ce que c'est le viol ou c'est les catastrophes naturelles en Haïti avant le départ? Voilà. Merci. Et également aussi pour... Là, c'était des analyses brutes. Finalement, pour aller plus loin, sur quelles variables vous comptez peut-être ajuster donc, toutes ces analyses? Merci. Merci beaucoup pour la question. Alors la première partie, c'était quels étaient les événements. Donc, dans le recueil de données, on a recueilli les événements marquants en clair. Donc parmi les principales catégories, il y avait les violences, donc violences sexuelles, violences physiques, le fait d'avoir assisté aussi à une scène violente comme un assassinat. Il y avait bien sûr le séisme, le décès d'un proche, les événements familiaux, donc rupture de lien familial. Il y avait aussi l'assassinat du président Jovenel Moïse qui est beaucoup revenu. Donc voilà. Donc en fait, on a catégorisé ces événements en grandes catégories. Sans pour autant, je dirais, les associer à ce score-là. On voulait savoir, est-ce que cliniquement, les personnes ont un PTSD, sachant aussi qu'en plus, il y a certains événements traumatiques dont les personnes ne se rappellent pas. Et donc, c'était un petit peu compliqué de faire ce lien comme ça sur une enquête sans avoir une expertise clinique de ça. Et donc la deuxième question, je crois que c'était sur les ajustements souhaités. Donc les 2 outcomes sur lesquels je travaille personnellement, c'est sur les viols, donc les rapports forcés, les viols et les rapports transactionnels. Et je souhaite, ou en tout cas je suis en train de travailler sur un ajustement par rapport au type d'hébergement. Est-ce que la personne paye un loyer ou est hébergée gratuitement? Le type de revenu, est-ce qu'elle dépend de quelqu'un pour gagner de l'argent
ou non, les violences vécues de tout type, les types de relations, qu'elles soient courtes, longues, mariées, cohabitantes ou à l'étranger, les années suspectées d'infection pour le VIH pour les personnes concernées, les événements marquants, et je crois que c'est déjà pas mal, même si j'en oublie certainement. Merci beaucoup. Merci. Leslie, juste avant que vous ne partiez, j'aurais une petite question par rapport aux données qualitatives. Vous avez évoqué un volet anthropologique. Et donc, du coup, je me demande comment vous articulez vos résultats avec les résultats des données qualitatives. Alors, ça va dépendre des volets, mais sur le volet anthropologique, on a vraiment eu la chance d'avoir un anthropologue dédié entièrement à ce projet, qui est en plus ethnobotaniste. Donc lui, il a travaillé vraiment sur la partie plutôt VIH et comment associer les soins traditionnels et les pharmacopées traditionnelles qui sont très importantes en Guyane, avec le soin et le fait de garder en soin les patients. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment avec les médiatrices qui faisaient en fait le lien. Il y a un papier qui a été publié sur ça, justement sur une personne qui refusait son diagnostic et qui avait évoqué la volonté de mettre fin à ses jours, et comment en fait en utilisant les croyances traditionnelles, notamment autour du vaudou, en écoutant cette personne et en respectant sa perception du soin, elle a pu rester dans le circuit biomédical. Ce travail a été publié dans Frontiers, donc je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Ouais, merci beaucoup. Merci.